Alors, on se retrouve. Je vous ai posé quelques questions sur Instagram d'ailleurs. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire. Je vous mets le nom du compte, le lien en description si vous voulez vous abonner. Il y a plein de contenus exclusifs en plus. Et donc, je vous ai demandé de me poser des questions en story. Et donc, j'y ai répondu en story sur Instagram et je vais aussi y répondre sur YouTube parce que les deux communautés sont complètement différentes alors que c'est quasiment le même contenu. Donc, ceux de YouTube, n'hésitez pas à aller vous abonner sur Instagram et ceux d'Instagram viendront certainement sur YouTube à terme. Donc, c'est parti, sans plus tarder, on va commencer les questions et je vais y répondre. Ça vous serait plus éclairé sur certaines zones d'ombre de la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan et je vous expliquerai pourquoi on en est à cette situation. Pourquoi le retrait coûte que coûte? Quel genre de réponse internationale espérer? Alors il faut savoir qu'en 2020, les États-Unis ont signé les accords de Doha au Qatar. Cet accord prévoit le retrait des troupes américaines et la libération de prisonniers islamistes en échange de la garantie des talibans de ne plus abriter de groupes terroristes sur le sol afghan. Biden n'a fait que prolonger ce que Trump a fait, et s'il avait été président à ce moment-là, il aurait sûrement fait pareil. Donc les motivations de la décision de quitter l'Afghanistan sont bien structurelles et non conjoncturelles. Alors pourquoi? Eh bien parce que depuis le début de la guerre, en 2001, c'est 978 milliards de dollars qui ont été dépensés par les États-Unis en Afghanistan, et la facture s'élevait actuellement à près de 4 milliards de dollars par an. Donc, il faut savoir que le financement extérieur représentait 2 tiers du budget de l'État afghan. Donc, sans les États-Unis, l'Afghanistan s'écroule. C'est ce qui s'est passé. Alors, pourquoi un retrait coûte que coûte? Eh bien, parce que c'est un gouffre financier depuis 20 ans, alors que les talibans sont toujours là et les USA n'arrivent pas à les faire disparaître, ils n'en sont pas capables. Donc, à partir de là, les États-Unis ne voyaient plus le but de dépenser de l'argent alors qu'ils n'avaient plus d'intérêt à le faire. Et pour ce qui est de la réponse internationale, il me semble qu'il ne faut plus espérer grand-chose. Le ton a été donné. L'Afghanistan sera un émirat islamique gouverné par les mollahs talibans, puisque ça ne peut pas être autrement. Question suivante, quelles sont les conséquences directes sur l'économie? Alors, il est encore trop tôt pour le dire, beaucoup trop tôt, en tout cas à moyen terme. Elle pourrait être positive si les talibans arrivent à stabiliser le pays. La Chine investira dans les routes de la soie en apportant des infrastructures routières et ferroviaires, en recherchant des minerais. Cela créera peut-être de l'emploi si elle n'utilise pas directement la main-d'œuvre chinoise. On devrait voir une meilleure situation économique, mais il ne faut pas s'attendre à des merveilles. Ça profitera sûrement que très peu à la population, mais l'Afghanistan se détachera peut-être du commerce, enfin de la dépendance au commerce de l'opium. Quelle réaction des pays voisins? Tous les pays voisins regardent la situation avec intérêt. Donc la Russie d'abord, parce qu'elle veut vendre son électricité, son gaz, elle a certainement des intérêts dans le transport de l'opium. On sait que les Russes ont la hantise du terrorisme islamiste. Ils vont donc surveiller de près que l'Afghanistan ne redevienne pas une caserne de djihadistes. Enfin, les Russes s'y intéressent parce que l'Afghanistan offre une ouverture sur l'océan Indien, et c'est la raison historique de l'invasion de l'Afghanistan par les Soviétiques en 1978. Ensuite, il y a les Chinois, parce que l'Afghanistan est un axe des nouvelles routes de la soie, et la Chine cherche la stabilité politique pour pouvoir investir. D'ailleurs, elle exige que les talibans n'abritent plus les terroristes. C'est d'ailleurs actuellement la Chine qui est le plus crédible pour garantir le respect de cet engagement des talibans, parce qu'elle représente un apport économique de taille pour convaincre. D'ailleurs, dès la prise de Kaboul, un moulin a embarqué dans un avion pour aller en Chine rencontrer un ministre chinois. Et enfin, le Pakistan, le grand gagnant, puisqu'il a un nouvel allié dans la région. Il a réussi à expulser indirectement, en finançant les talibans, les occidentaux d'Asie centrale. Et le Pakistan a désormais une force supplémentaire contre l'Inde, en abritant les terroristes ou en faisant appel à l'armée afghane, qui sera peut-être maintenue.
Les talibans vont-ils s'allier à Daesh? Alors, il n'y a quasiment aucune chance que les talibans s'entendent avec Daesh, puisqu'ils ne recherchent pas la même chose, ils sont en quelque sorte en guerre l'un contre l'autre. Les talibans sont des Afghans qui cherchent à instaurer un émirat en Afghanistan et diriger le pays avec un conseil religieux présidé par les mollahs, un peu comme en Iran. L'État islamique, lui, cherche à convertir le monde entier à l'islam sans faire d'alliance avec les autres groupes islamistes. Et il souhaite créer un État, le Khorasan, à cheval sur l'Afghanistan, le Pakistan et l'Iran. Alors, la frontière entre les membres des talibans et de Daesh, la frontière doctrinale, c'est-à-dire la manière de penser, elle est fine, puisque des talibans ont rejoint Daesh, mais ça c'est une question d'allégeance. Par contre, il y a des affrontements armés entre les talibans et l'État islamique. Donc les talibans et Daesh se considèrent comme des ennemis. D'ailleurs, la réaction de Daesh a été de déclarer que les talibans sont des traîtres en ayant trahi l'islam en trouvant un accord avec les États-Unis. Et du côté des talibans, on voit plutôt Daesh comme un envahisseur cherchant à s'accaparer le territoire. Ensuite, on m'interroge sur la proximité entre les talibans et Al-Qaïda. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les talibans entretiennent des relations avec Al-Qaïda. Al-Qaïda existe toujours dans une quinzaine de provinces de l'Afghanistan. L'accord de Doha, négocié au Qatar par les talibans et les États-Unis de 2020, avait d'ailleurs abouti sur la libération de prisonniers en lien avec Al-Qaïda. Donc, il y a un flou maintenant sur les talibans respectent les exigences des Russes, des Chinois, des Occidentaux, et n'hébergent pas de groupes terroristes, soit ils vont fermer les yeux, tenter de dissimuler. Ça, on verra bien. Pour l'instant, on spécule. Donc, comment les talibans arrivent-ils à garder une influence sur les tribus? Alors, la question est super intéressante. Là, je vais donner mon avis personnel. Il faut savoir que les talibans ont été portés au pouvoir par le Pakistan en 1991. L'Afghanistan, c'est pas une nation, c'est un territoire peuplé de plusieurs ethnies, divisées en tribus. Et les Pashtuns, l'ethnie majoritaire, voulaient prendre le pouvoir. Sauf que les Pashtuns revendiquaient un territoire au Pakistan qui était également peuplé par les Pashtuns, qui représentent la deuxième ethnie la plus importante du Pakistan. Et donc, pour contrer les nationalismes ethniques, le Pakistan a utilisé la religion comme élément fédérateur en allant chercher des étudiants du Coran qui étaient appelés les talibans. Par la suite, ils sont devenus des guerriers. Le but était que les talibans utilisent la religion pour donner une raison aux Afghans de s'unir et ainsi éviter que les Pashtuns créent un État Pashtun en empiétant, en volant des territoires au Pakistan. Alors, quelle est la place pour les femmes? Alors, les talibans affirment que les femmes pourront aller à l'école jusqu'à un certain âge, l'équivalent de la 4e, il me semble. Elles y apprendraient exclusivement le Coran et les mathématiques. Alors, ça, j'en doute, mais si c'est appliqué, ce sera uniquement à Kaboul ou quelques capitales régionales. Ça n'existera pas ailleurs dans le pays, pas dans la ruralité. Il faut comprendre plusieurs choses. D'abord, c'est que l'Afghanistan, ce n'est pas la France du point de vue administratif. Quand le gouvernement décide ou ordonne aux régions, ils ne le font pas forcément. Ça dépend des accords entre seigneurs de guerre, chefs de tribu et le gouvernement, ou la bonne entente entre le gouvernement et les seigneurs de guerre régionaux. C'est un pays tribal, et si un seigneur de guerre décide que dans sa région les femmes seront opprimées, elles le seront, parce que ça ne gênera pas plus le pouvoir central qui ne cherchera pas à changer la situation, et que c'est les seigneurs de guerre qui font la loi dans la zone qu'ils contrôlent. Ensuite, il y a un problème de contrôle de l'application de ce que dit le gouvernement. Les journalistes occidentaux n'iront pas en Afghanistan pour vérifier si les talibans respectent les droits des femmes. À Kaboul, on pourrait peut-être avoir un œil sur la situation, mais le reste du pays sera complètement opaque. Kaboul pourrait même devenir une vitrine, c'est-à-dire l'arbre qui cache la forêt. Et concrètement, pour les femmes afghanes et les intellectuels, c'est terrible. Il va falloir s'adapter à une interprétation très fidèle au texte, très littérale de l'islam,
et donc complètement archaïque, comme c'était le cas avant la guerre sous le régime des talibans. Donc les femmes devront sortir accompagnées d'un homme avec la burqa et elles seront complètement privées de liberté. Ça lui simile à de l'esclavage. Pourquoi l'armée afghane, plus nombreuse, n'a pas résisté? Alors, en effet, l'armée afghane était plus nombreuse, plus de 300 000 hommes qui avaient suivi de bons entraînements. La mission française Épidote avait d'ailleurs contribué à cet entraînement. Cependant, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de comparer l'armée française, par exemple, à l'armée afghane, puisque l'armée afghane fait allégeance à un gouvernement, mais pas à une nation, pas à une cause qui surplombe les individualités. L'Afghanistan, c'est un pays de corruption, et l'armée n'y échappe pas. Quand les militaires ont appris que les Américains qui payaient leurs soldes s'en allaient et que le gouvernement d'Ashraf Ghani fuyait, ils ont vite compris qu'ils ne toucheraient plus d'argent et n'ont donc opposé aucune résistance aux talibans. Quand les soldats obéissent à de l'argent, ce sont des mercenaires. Quand ils obéissent à une cause, à un commandant, là ce sont des soldats loyaux. Et les États-Unis, en voulant imposer leur vision occidentale de l'État, n'ont pas réussi à créer une cause plus forte que l'argent, et l'armée est restée corrompue. Les Occidentaux évaluaient déjà en 2020 l'effectivité de l'armée afghane à 60%, pensaient donc que 40% ne se battraient pas ou n'en étaient pas capables. Alors, quel coup de massue ça a dû être lorsqu'ils ont réalisé que cette armée n'opposait quasiment aucune défense aux talibans, donc on était loin des 60% d'effectivité.